Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter de l'OGC Nice et que vous regardez sûrement cette émission en direct ou en replay, je pense que vous avez connu des jours meilleurs. Nous aussi, rassurez-vous, on va prendre voilà, une heure et quart, voire peut-être un peu plus pour revenir en détail sur le match qui a eu lieu hier après-midi, qui a vu l'OGC Nice perdre 2-0 du côté de l'Ameno contre le Racing Club de Strasbourg. Et dans un deuxième temps, on reviendra sur naturellement aussi l'actualité autour de l'OGC Nice, les différents articles publiés, les rumeurs de divergence entre Ineos et Ghisolfi, etc., etc. Ça ne va pas sur le terrain. En coulisses, ça a l'air d'être compliqué. On a tous envie de se jeter par la fenêtre. Mais avant de se jeter par la fenêtre, j'accueille déjà Romain, le sablier d'or ou le Youssef Attal de l'émission. Comment ça va, Romain? Pardon, pardon, j'allais dire un gros mot. T'es un enfoiré, mais ça passe bien quand même. Non, ça va nickel. Je viens de gagner mon championnat à Football Manager et donc franchement au top et voilà, content d'être de retour. Matt aussi est là, le Grégoire Margoton ou le pilote d'avion. Est-ce que ce sera l'avion de Dales Brailsford du côté de Manchester? On le souhaite tous. Comment ça va, Matt? Ça va, ça va. J'ai la santé, c'est déjà ça. Pour le reste, on est tous sous grosses séquelles mentales, là, je pense. C'est compliqué. Et c'est voilà, il va nous apporter sa joie de vivre, son sourire en tant que supporter du Racing. Voilà, il nous a confié avoir un poster de Fred Andonetti juste au-dessus de son lit. C'est Cyril. Comment ça va, Cyril? Ouais, moi ça va super bien. Merci déjà pour l'invitation. Ça dénote un petit peu avec votre dépression. Moi je suis très content parce que finalement la saison va se terminer sous les meilleurs auspices avec cette victoire, cette belle victoire obtenue face à l'OGC Nice. Désolé pour vous. Nous on est très contents du côté de Strasbourg et ça m'a permis un passage de la dizaine en détente puisque comme je le disais en off, je viens de fêter mes 30 ans hier. Et le Racing m'a offert un des plus beaux cadeaux, le plus beau cadeau que je pouvais obtenir. Donc merci à tous pour l'invitation et bonsoir à tous. Eh bien, on te souhaite en tout cas un joyeux anniversaire. Ton cher Habib Diallo national t'a fait un réel plaisir parce que, comme tu l'as dit, eh bien, Strasbourg a gagné 2-0 avec un doublé d'Habib Diallo rapidement à la 40e seconde. Le match était quasiment plié. On va revenir dans un premier temps sur la composition de l'OGC Nice. Ramsey étant absent, le Pablo Rosario de retour au milieu de terrain, dans un premier temps dans un poste de numéro 6. Difficile d'aimer le football après ce choix-là. Messieurs, peut-être Romain dans un premier temps, par rapport à cette composition de départ, déjà le 4-3-3 reconduit, ça devient une habitude. La seule question peut-être que j'ai envie de te poser, c'est tant qu'à faire, peut-être donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a moins vus cette saison, Beka Beka, Belayan, que un Pablo Rosario qui, on ne sait pas si c'est un numéro 6, on ne sait pas si c'est un numéro 8, on ne sait pas si c'est un défenseur central. Il a le mérite de se Ou un battre. défenseur latéral. En défenseur latéral aussi, c'est un peu le couteau suisse, mais on ne sait pas exactement quel est son rôle et quelle est sa réelle valeur ajoutée. Du moins, là, je parle pour moi, dans l'équipe. Ton avis sur cette composition et ses choix de Digard? Non, moi c'est vrai que bah, comme toi, je suis un peu déçu par rapport à cette fin de saison, parce que clairement, à part les plus grands optimistes que je vois sur Twitter, mais on n'a plus rien à jouer. Donc, enfin, on n'avait plus rien à jouer, on a encore plus rien à jouer maintenant. Mais justement, je m'attendais à ce qu'il fasse rentrer un peu des mecs en vue de la saison prochaine, hein. Même lui, il le répète, qu'il faut être performant en vue de la saison prochaine. Mais je m'attendais un peu à voir des Belayan. Boadani, bon, on le voit, donc tant mieux. Beka aussi, parce que c'est vrai que c'est un joueur, mine de rien, qui nous a coûté quand même pas mal de sous, qui a qui est apparemment exemplaire aux entraînements et tout. Et ne pas le voir, ouais, ça me frustre un peu. Après, sur la compo de départ, tu sais quoi, j'ai envie de te dire qu'on joue en 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3, je m'en fous. Mais au bout d'un moment, il faut courir, quoi. Tu peux jouer dans n'importe quel système tactique si t'as pas l'envie.
si tu cours beaucoup moins que l'adversaire, si tu fais pas les efforts, si t'en as rien à foutre, en gros, tu peux pas gagner. Donc, peu importe le choix tactique, les mecs sur le terrain. Mais ça, tu vois, j'en veux un peu à Digard parce que c'est pas la première fois qu'on voit un Thuram qui est un peu en méforme, un Todibo qui est pas totalement là. Voilà, au bout d'un moment, bah, on est en fin de saison, bah, tu fais tourner. Tu fais un peu tourner et puis tu vois un peu ce qui se passe. Mais bon, voilà, donc déçu un peu là-dessus et puis déçu par les joueurs. Digard, je l'adore, hein, mais voilà, au bout d'un moment, aux entraînements, tu dois voir aussi qu'il y a certains joueurs qui sont en dedans sur cette fin de saison, bah, tu les mets un peu de côté. Ça va, ils en ont rien à foutre, hein, pour la plupart, ils vont partir. Donc on Hmm. s'en fout un peu, quoi. Voilà, Il donc a, déçu par rapport à ouais, ça. il a concédé en conférence de presse d'après-match que Thuram jouait son 48e match de la saison, que c'était une erreur de sa part de ne pas l'avoir fait tourner. Ah oui. Effectivement, Thuram est sorti blessé, ce qui a permis de voir Reda Belayan jouer une bonne heure de jeu. Matt, par rapport à ce que dit Romain, ce choix tactique-là, finalement, nous en tant que supporters, plus ça va et plus on se dit que les valeurs qui font notre club, notre âme, parce que là c'est beaucoup plus profond, sont totalement absentes ces dernières semaines. Et que, bon, on aurait dû faire mieux, on aurait pu faire mieux, mais là ça a été compliqué. Ouais, ouais, on a l'impression que qu'on enchaîne, qu'on est dans une spirale négative. On enchaîne les mauvais choix. Digard échappe pas à la règle, hein. Euh, Ça a commencé avec les premiers accros. Là, il y a quelques jours, il nous dit qu'il nous avait déjà sorti en interview que Thuram avait joué beaucoup de matchs, qu'il était fatigué. Puis, bon, ben, il a pas l'air d'avoir tiré les enseignements, hein. Mais c'est pas le seul au club, en fait. On tire des enseignements de rien, donc on répète toujours les mêmes erreurs. Et en fait, la situation s'enlise, s'aggrave au fur et à mesure. Et on revoit les mêmes erreurs et les mêmes problèmes s'aggraver de semaine en semaine. Donc, surpris de rien, déçu de la grande majorité de ceux qu'on a vus, si ce n'est, comme le dit Christophe dans le chat, l'entrée de Reda Belayan ou le petit Buonanni qui, eux, ont daigné se sortir un peu les doigts pendant ce match. Et après, bah, pour la compo, 4-3-3, 3-5-2, je m'en fous. Je suis du même avis que Romain, en fait, le tout, c'est de mettre quelque chose en place. Et il n'y a rien qui est mis en place. Donc là, je pense qu'il nous attend 3 matchs de calvaire pour la fin de saison. Et qu'on verra rien de plus. Vite que cette saison se termine, hein. Comme vous l'avez compris, on est là parce que c'est bien aussi, c'est un exutoire pour nous tous que de parler de la situation de l'OGC Nice. Mais Cyril est là, Cyril va nous apporter un peu son positivisme. Comme tu l'as dit en introduction, eh bien, le Racing fait un grand pas pour le maintien. 38 points, 5 points sur le 17e actuellement, le FC Nantes. Euh, voilà, une bonne opération pour le Racing. Un match, une victoire méritée. Comment toi tu l'as senti déjà ce match, cette performance? Et deuxième question en ricochet, on va dire, l'opération maintien en cours, là c'était une très très bonne opération, conjuguée aussi à la défaite de Auxerre à Brest notamment. Voilà, comment tu analyses un peu ce week-end de résultats? Alors, comme tu l'as dit, une très très bonne opération, d'autant plus que Brest s'est imposé contre Auxerre et que Nantes n'a pas réussi à gagner contre Toulouse. Donc, certes, officiellement, mathématiquement, nous avons 5 points d'avance sur Nantes, tout comme Brest. J'aurais même envie de dire 6 points d'avance parce que vu notre différence de but qui est supérieure à celle de Nantes, on peut considérer qu'il y a 6 points d'avance. Parce que même si Nantes arrive miraculeusement à nous rattraper, on sera toujours devant à la différence de but. C'est d'ailleurs, il y a quelques semaines, c'était le cas, on était devant Nantes à la différence de but, malgré le même nombre de points. Donc du coup, effectivement, un grand pas a été fait vers le maintien. On va jouer 3 qui vient d'officialiser sa relégation en Ligue 2 après sa défaite à Rennes cet après-midi, la semaine prochaine. Donc du coup, avec 38 points, on peut largement considérer que Strasbourg jouera en Ligue 1 la saison prochaine.
C'était pas forcément évident toute la saison. On a passé à Strasbourg une saison assez catastrophique, j'ai envie de dire, après la très très belle 6e place de la saison dernière sous la houlette de Julien Stéphan. C'était une saison un peu compliquée où on a écumé, et c'est pas courant ces dernières années à Strasbourg, plusieurs coachs. Donc tout d'abord Julien Stéphan, qui après une saison absolument exceptionnelle, les mots, n'avait plus les ressorts pour trouver les ressources pour pouvoir sortir le club de la purée, puisqu'avant la Coupe du Monde, on était très mal embarqué. Il a été débarqué et suppléé par son ancien adjoint, donc ça s'est entendu sur l'équipe 21 et sur les différentes chaînes de télé. Julien Stéphan a non seulement perdu un adjoint, mais également un ami. Et Mathieu Le Scornet a pris sa suite, mais n'a pas eu plus de succès que Julien Stéphan. Et puis arrive Frédéric Antonetti, ancien de la maison niçoise. Beaucoup de supporters strasbourgeois étaient assez sceptiques quant à l'arrivée de Frédéric Antonetti, de par ses récents échecs, notamment chez l'ennemi lorrain, le FC Metz. Et puis finalement, une poigne qu'il n'y avait plus à Strasbourg, une exigence, une grinta. Et je ne sais pas si c'est vraiment la solution, mais en tout cas, parfois, dans certains clubs, et comme à Strasbourg, il y a des valeurs. Et parfois, la grinta, c'est ce qui manque. Et les passes droits, c'était terminé à Strasbourg. Et on voit que finalement, l'arrivée de Frédéric Antonetti a fonctionné, puisqu'on est depuis son arrivée à 6 victoires, notamment à la Méno, on n'avait pas une seule victoire depuis l'arrivée de Frédéric, avant que Frédéric Antonetti arrive. Et puis finalement, à la Méno, aujourd'hui, on redevient un petit peu imprenable, et 6 victoires sur les 7 ou 9, c'est ce qui nous a permis vraiment de faire un grand pas vers le maintien, et son objectif de sauver le Racing Club de Strasbourg, c'était celui-ci. Je pense qu'il est acté ce soir, à l'heure où on se parle, et Frédéric Antonetti aura donc une prolongation de contrat automatique liée à cet objectif réussi, et sera l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg la saison prochaine. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup. En ce qui concerne le match en lui-même, j'étais un petit peu... Dis-moi, Pancho. Ah, j'entends plus. On t'entend pas, Oui, Pancho? oui, pardon. Je pensais qu'Antonetti arrivait sur une période courte, opération sauvetage, et que après vous alliez repartir sur un autre cycle. Et en fait, il y a une clause dans son contrat qui permettait, en cas de maintien, qui prolonge d'une année supplémentaire, c'est ça? Exactement. En fait, quand Frédéric Antonetti il a signé un contrat de 5-6 mois, où qui disait l'objectif premier, c'est le maintien du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Et la clause disait qu'en cas de réussite de cet objectif fondamental premier, c'est prolongation automatique du contrat pour une année à la tête du Racing Club de Strasbourg, puisque Marc Keller, il y a pas mal de choses qui vont se passer à Strasbourg. On a un chantier mercato qui va être assez conséquent, je pense, puisque Habib Diallo, avec 20 buts en Ligue 1 dans une équipe qui joue le maintien, vous aurez vite compris qu'il ne va pas rester à Strasbourg. Et donc, du coup, Marc Keller a un tel chantier à élaborer entre la rénovation du stade de la Méno et le chantier mercato. Je pense qu'il n'a pas envie de se prendre la tête à savoir qui sera le coach la saison prochaine. Donc, Frédéric Antonetti, qui réussit son objectif de maintien, sera le coach du Racing la saison prochaine. Moi, en ce qui concerne plus le match d'hier, j'ai été assez surpris de la passivité niçoise. Bon, bien sûr, vous avez été cueilli à froid, puisque Habib Diallo a marqué après 45 secondes. C'est la 3e fois qu'il le fait, qu'il marque avant la première minute, qui marque dans la première minute de jeu cette saison, après Montpellier et Reims. Donc c'est un buteur assez précoce, et assez étonnant que les défenses des équipes de Ligue 1 se fassent encore prendre à ce petit jeu-là, quand on connaît la qualité de cet attaquant. J'étais assez surpris de la passivité niçoise, d'autant plus que je ne sentais pas beaucoup le match. Je ne sentais pas une victoire strasbourgeoise, en connaissance de cause des absences, notamment en défense du côté de Strasbourg, parce qu'avec Alexander Djikou suspendu, Jairzinho Niamzi trop court pour pouvoir reprendre puisqu'il revenait de blessure, Edouard Sobol qui s'est fracturé le nez après un coup de coude de Marcus Coco à Nantes, on avait un chantier défensif. Je me suis dit, mais avec la paire Laborde-Mofis, ça va être absolument difficile de contenir ces attaques
attaquants-là. Et puis finalement, or qu'il y a une charrette derrière, je me suis dit, mais en fait, Nice n'a quasiment pas été dangereux. Et j'ai regardé le replay ce matin puisque je travaillais hier. Et je me suis dit, mais entre la 15e minute de jeu et quasiment la première mi-temps, il ne s'est rien passé, ni d'un côté ni de l'autre, à tel point que je me suis endormi. Strasbourg a eu le bonheur de marquer très rapidement et bénéficier d'un penalty qui n'est d'aucune contestation parce que, comme le disait Romain tout à l'heure, on peut mettre les joueurs dans le système que l'on veut. Ce qui compte, c'est l'animation, c'est l'envie. Et je pense que sur le match d'hier, si Strasbourg a gagné ce match, c'est parce qu'ils avaient plus envie que l'OGC Nice. Est-ce que les joueurs de Nice étaient en vacances? Est-ce que les joueurs de Nice n'y croyaient plus pour la Coupe d'Europe? En tout cas, vous allez passer une fin de saison un peu abominable puisque vous êtes un petit peu le Stade Rennais de l'époque, c'est-à-dire trop loin pour jouer l'Europe, mais déjà maintenu. Donc du coup, les vacances, c'est à Nice. Ouais, alors t'as dit beaucoup de choses, Cyril. Merci de nous rappeler, comme le dit Nessardeta, voilà, de nombreux absents que vous aviez, notamment en défense centrale. Ouais, c'est clair. Matt, Romain, peut-être quelque chose par rapport à ce qu'a pu dire, Cyril, une prestation correcte de Strasbourg sans pour autant être flamboyant. Déjà, peut-être dans un premier temps, le premier but. Un alignement défensif, en fait j'ai envie de dire toute la défense coupable, entre le placement défensif de Dante qui court avec Melvin Barr, Diallo qui réussit effectivement un très très beau contrôle et un geste technique assez exceptionnel, mais Todibo qui est très très loin sur le contrôle, qui fait preuve là aussi, comme l'a dit Cyril, d'une passivité énorme, et puis Schmeichel, on a bien compris que dès lors que la frappe était cadrée, c'était compliqué pour l'OGC Nice de ne pas encaisser de but, pardon. Rappel, on est la deuxième meilleure défense du championnat. Alors ça, c'est Prime qui l'a sorti pendant le match. Je sais pas, une faille, quelque chose, j'ai pas l'explication. Mais on est la deuxième meilleure défense. Alors merci la charnière, mais pas merci Schmeichel. Oui. Je me permets, Prime a effectivement dit que l'OGC Nice est la deuxième meilleure défense du championnat. J'ai cru que dans les 15 premières minutes, il pourrait y avoir 2 ou 3-0 pour Strasbourg. Vous avez pris des vagues absolument incessantes. Encore une fois, je pense que c'est surtout lié à l'envie. Strasbourg joue son maintien et à l'écro. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, la patte Antonetti. On ne voyait plus ça depuis très longtemps à Strasbourg, malgré la saison dernière. Mais je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence sur le match d'hier. Ouais, je confirme qu'on est la deuxième meilleure défense du championnat à égalité avec Marseille. Sur ce premier but, Romain, une défense dans sa globalité coupable, un geste technique, une passe et un geste technique sur le contrôle de Diallo, très, très bon, il n'y a pas à dire là-dessus, mais alors, entre l'alignement, comme j'ai pu le dire, le Todibo Mais il n'y a rien qui est qui va. méconnaissable, et Schmeichel qui écarte les jambes et qui limite montre à l'attaquant où tirer, c'était clownesque. Ouais, mais après, enfin, c'est déjà pour moi prendre un but dans la première minute déjà. Certes, la défense est coupable par rapport à son alignement, par rapport à plein de choses, mais après, je veux dire, il y a aussi toute l'équipe. Au bout d'un moment, il faut que, enfin, je sais pas, quand tu rentres dans un match, faut mettre de l'intensité, faut mettre quelque chose. Là, déjà, tu te prends un but au bout de 40 secondes de jeu. Certes, Strasbourg joue son maintien. Ils avaient peut-être un peu la dalle et tout. Mais justement, une équipe qui joue le maintien, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont avoir une petite crainte. Faut jouer sur quelques faiblesses. Là, en gros, tu les mets mais direct en confiance. 40 secondes de jeu, boum, tu te prends un pion. Alors que tu sais qu'il leur manque mais des joueurs majeurs. Putain, mais si tu as envie de gagner, parce que pour moi, tu n'avais pas envie de gagner, c'est pas possible. Mais si tu as envie de gagner, il faut mettre une pression dantesque dès le départ. Mais bon, là, tu vois que le mec, il arrive à sortir une. Bon, je sais même plus que c'est qui fait la passe. Mais il met une passe, elle est millimétrée. Le contrôle de Diallo, il est beau, mais en même temps, il n'y a personne qui est derrière lui, derrière son cul. Donc il a tout le temps pour faire son contrôle.
Voilà, après, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, la défense aux abois, pour moi, c'est les 11 qui sont aux abois dès les premières secondes, Hmm. alors que soi-disant Digard les avait prévenus. Et j'imagine qu'il les a prévenus quand tu as un joueur qui performe dans les premières minutes d'un match. Au bout d'un moment, il faut faire attention, quoi. Voilà. Matt, un laxisme collectif global symbolisé par ce but. Il y a Christophe qui nous rappelle qu'effectivement les entames strasbourgeoises sont explosives. Cyril a rappelé que Diallo a mis 3 buts cette saison avant la première minute. Ils ont été prévenus apparemment avant le début du match. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des joueurs qui ont lâché, des joueurs qui sont déjà partis en vacances? On est à quel point de, on va dire de nonchalance et de manque de considération, de valeur propre à notre club là? Tu me demandes à quel niveau on est? Ben, on est à peu près à un niveau fessé par Marseille 3-0 à la maison. Voilà, si on doit situer l'entame de match, pour moi, c'est le même troisième doigt levé des joueurs à la face du club. C'est catastrophique, mais c'est pas, on le découvre pas. En fait, on le redécouvre, mais c'est l'attitude qu'il y avait sur la première partie de saison. Donc, il y a rien de nouveau. Et en fait, tout ce qu'on a vu temporairement apparaître sous Digard disparaît complètement sur ce début de match. Le fameux pressing haut qu'il avait mis en place, ben, il y a Mofi qui est à 5 mètres du premier joueur, et après, tu as tes ailiers qui sont plus bas que tes milieux de terrain, tu n'as personne qui a envie de monter. Je crois que sur cet entame de match, je crois qu'on passe pas la ligne médiane balle au pied avant la cinquième, sixième minute de jeu, un truc comme ça. On s'est fait défoncer. En fait, les mecs se sont fait défoncer et je pense juste ils avaient peut-être juste pas envie. Je sais pas. Mais ouais, c'est assez inquiétant. Matt, je reste avec toi sur le deuxième but. Là, je le disais à Cyril en off avant le début du match, symbole de notre match aussi. Manque d'agressivité, manque de détermination, en retard sur le duel. Là, c'est Lotomba, mais ça aurait très bien pu être un autre joueur. Et ce penalty finalement qui donne le break à Strasbourg. Là aussi, on est dans la même veine, pas la même action, mais dans la même veine que le premier but concédé. Ouais, ouais, parce que tu perds tous les duels sur le match quasiment. Et en fait, en plus, cette action, elle arrive à un moment où, au retour des vestiaires, il y a t'as un petit 5-10 minutes où les GC se poussent. Le match commence à se débrider. Et en fait, malheureusement, du coup, on a des joueurs qui se mettent à se dire qu'ils doivent aller au duel. Et en fait, ils sont tellement à la masse dans le match que ouais, bah, enfin, ouais, erreur d'exécution, manque de lucidité. L'Otomba se fait bouffer, mais en fait, les deux s'en mêlent les jambes et c'est un peu malheureux, mais on était juste pas dans le match du tout. On n'y a jamais vraiment été, à part ces 5 minutes où on a essayé de mettre des choses en place, mais même à ce moment-là, il y a rien qui fonctionnait, quoi. La seule éclaircie ou les seules éclaircies de ce match, c'est peut-être les jeunes. Buonanni, ça devient une régularité ces dernières semaines. Un joueur qui a envie, qui profite aussi de la blessure de Nicolas Pepe pour performer, qui n'a pas encore marqué, ça n'a pas été loin, qui a peut-être la plus grosse occasion avec celle de Terem Moffi dans cette rencontre. Euh, voilà, Romain, le seul positivisme qu'on peut tirer de cette rencontre, c'est peut-être les jeunes qui ont eu au moins le mérite d'y aller franchement et qui donnent une toute autre image des joueurs qui sont censés être des cadres dans cette équipe. Bah ouais, non, mais c'est ça. Bah après les jeunes, je les comprends aussi, hein. Ils veulent se montrer, ils savent que l'année prochaine, il y aura certainement normalement, un coach différent. Voilà, faut qu'ils se montrent. Donc ils jouent leur carte. Tant mieux, parce qu'au moins en regardant cette équipe, moi je sais que si je retourne au stade, si, c'est vraiment pour voir peut-être un Buonanni, un Belayan s'il est titulaire, un
même un BK, enfin, tu vois, c'est ce genre de compo qui pourra me faire dire, bon, bah, allez, vas-y, va au stade, va voir un peu ce que ça vaut, quoi. Parce que eux, au moins, ils te donnent bah, l'envie qu'ils mettent sur le terrain, bah voilà, ça te donne envie d'aller les voir. Mais c'est sûr que si demain, je sais que voilà, tu as encore une compo à la Rosario, à toutes ces conneries là, mais même pas une seconde, je me dis, bon, bah, je vais aller les voir, quoi. Donc, ouais, grosse satisfaction pour moi, Buonanni. Euh, Ça fait quoi? Combien de matchs il enchaîne titulaire? 3, non? Ouais, au moins, Ouais, hein, j'ai pas 3, 4 3 ou 5 4 4. 5 au moins, hein, Ah ouais. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, quoi. Tu vois un jeune qui, bah voilà, au début de saison, Favre ne lui faisait pas forcément confiance. Bah voilà, il a pris ses repères, il a pris ses marques et on voit que lui, il a une vraie justesse technique, déjà. Tous les centres qu'il peut faire, c'est toujours dans la zone dangereuse. Donc, c'est quand même fou, enfin, qu'un mec de 18 ans arrive à centrer dans une zone dangereuse, alors que on a la majeure partie de nos latéraux qui n'arrivent pas à faire un centre dans ces zones-là. Donc non, voilà, ça met un petit plus, mais c'est quand même assez triste de se dire que c'est Buonanni et Belayan qui montrent l'exemple quand on a deux nouveaux internationaux dans le 11, ça fait un petit peu tâche quand même. merci pour la passe décisive parce que j'allais y venir. Euh, Lorsqu'on a parlé des éventuels départs de Kefren Turam et de JC Todibo, sur Twitter principalement, on pouvait lire voilà, on perd nos cadres, on perd nos leaders. Ben moi, ça me gêne en fait. Les dernières semaines, on va pas retenir que ça. S'ils partent, on n'est pas dicté par la culture de l'instant, du moins le moins possible, mais ça fait tâche. Ça fait tâche malgré tout de finir comme ça parce que, eh bien, Todibo, c'est mine de rien le vice-capitaine de l'équipe, quoi. C'est le gars qui est là depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui est hyper régulier dans les performances. On sait qu'il y a eu des éléments autour du club cette semaine et même la saison dernière qui ont pu avoir un impact. Mais Matt, comment tu peux expliquer l'effet équipe de France peut-être. L'effet est-ce que tout simplement ces joueurs savent que leur avenir est scellé d'une certaine façon et qu'ils vont partir du club et qu'ils sont, on va dire, ils lèvent un peu le pied. Comment tu l'expliques? Parce que Thuram, c'est sa 4e saison chez nous. Je le répète encore une fois, mais on attendait une saison de confirmation. Il a eu quelques semaines où il était vraiment très performant, que ça lui a permis d'aller en équipe de France. Mais au global, sa saison, au même titre que d'autres joueurs, elle est compliquée. Alors, loin de moi l'idée de le tenir comme étant le principal responsable. Mais ton avis, Matt, sur Todibo et Thuram, finalement? Moi, c'est surtout le caractère qui me gêne, quoi. Il n'y a personne, hormis Dante, alors Dante qui est là aussi, s'est excité à la 35e journée, euh, bon, à tort ou pas, mais il avait ses raisons, mais au moins il a eu le mérite d'être concerné. Ton avis un peu là-dessus? Je trouve ça logique. Ça tombe sous le sens. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu cette convocation en équipe de France. Quand ils reviennent à Nice, l'équipe cumule les blessés sur des échéances importantes, alors que tu es encore en train de jouer à peu près tous les tableaux à ce moment-là, même si ça va être dur. À ce moment-là, on joue encore à peu près tout. Et t'enchaînes des défaites contre les petits, des disaster class en Coupe d'Europe. En fait, ils baignent dans un club qui pue la loose. Et donc, bah, ça déteint. Enfin, je pense qu'ils prennent le pas comme les autres. Ça reste des jeunes d'une vingtaine d'années. Et si tu n'as personne pour donner l'exemple, pour mettre un peu toute l'équipe au pas, bah, les gars vont juste prendre le pli et suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Après, oui, on attendait que ce soit des cadres qui confirment, etc. Il y a eu par séquence cette impression visuelle, je dirais par séquence.
Mais après, je pense que le mal est assez profond dans le vestiaire, dans le club, à peu près à tous les niveaux. On a tellement l'impression que ça manque de cap, que entre le fait d'avoir l'esprit ailleurs, d'avoir eu la confirmation équipe de France, et au final de te retrouver dans un club qui prend de haut des équipes en dessous de la 15e place et qui prend des fessées ou des déconvenus. Tu vois, c'est genre, Mm. ils ont 20 ans en fait. Ils ont 20 ans, je leur en voudrais même pas personnellement. Ils iront dans des grands clubs où ils trouveront peut-être cet état d'esprit. T'as des joueurs qui ont besoin de partir. Aujourd'hui, Nice n'est pas un club qui réunit les conditions pour vraiment bien développer des jeunes joueurs. Ouais. En tout cas, pas, Et pas, un, pour le très très haut niveau. et un truc, Pancho, faut pas. Parce que je crois il y en a un qui a commencé à dire ouais, c'est vrai que ça nous a affecté, les trucs de Galtier et tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre ça pour excuse. Je veux bien que ça les ait affectés peut-être l'année dernière, mais il y a 12 mois qui se passent et bon, en gros, c'était par rapport à un truc de Ramadan, enfin, au bout d'un moment, c'est pas parce que l'entraîneur de l'année dernière, il t'a dit ouais, non, faut que tu manges un yaourt et finalement, bah, toi, tu te dis non, je veux pas le manger parce que je suis en plein Ramadan, enfin voilà, qu'il y a une tension par rapport à ça, que ça va te déconnecter sur les matchs de Coupe d'Europe et puis la fin de saison. Ça, c'est une fausse excuse. Donc, pour moi, vraiment, oui, comme disait Matt, le mal, il est plus profond. Et pour moi, c'est le manque de visibilité qu'on a par rapport au projet, par rapport au club. Je pense sincèrement qu'il y a certains joueurs qui doivent aussi le ressentir, ce manque de visibilité. Et je pense que quand il y a des joueurs qui arrivent et qu'on leur vend un projet, qu'on leur dit, ouais, ça va être tout feu, tout flamme, et qu'au final, bah, c'est de la poudre aux yeux comme on l'a connu depuis des années, hein. Ça fait des années hein, que c'est tout le temps ça, qu'à Nice, on vend des choses qui sont totalement irréalistes. Donc si on fait pareil aux joueurs, moi je comprends aussi à un moment bah, voilà, de se dire, ouais, en fait, je suis dans un club, comme disait Matt, de losers. Au final, on te vend un projet de dingue, mais on n'est pas mieux que ouais, des équipes bah, de notre niveau, quoi, des équipes de milieu de tableau, quoi. Donc, allez, je vais donner peut-être cette raison, mais euh, voilà, je pense que c'est un tout. Voilà, Mm. c'est pas normal que des joueurs ne soient pas à leur niveau. Donc oui, il y a eu cette convocation d'équipe de France, certes, mais je pense qu'il y a quand même autre chose et que ce manque de visibilité, il n'y a pas que nous qui le ressentons. Et je pense que c'est un peu unanime au club. Donc voilà. Ouais. On y reviendra plus en Ouais, détail tout ouais, à ouais. l'heure parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Cyril, doublé de Habib Diallo dans les performances, est-ce que tu as peut-être autre chose à souligner? Alors, le maintien quasiment acté. Est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur, une autre performance, l'ambiance de la Méno, encore une fois, assez exceptionnelle avec ce merci de rien qui, moi, me plie à chaque fois. C'est absolument fou, hein. Comme quoi, voilà, Ah ouais. on arrive quand même, tu vois, malgré la défaite, à trouver des choses positives. Mais je pense que rien que pour le kiff d'assister à ça, au moins une fois, j'irai à la Méno, tu vois. Peut-être pas pouvoir loger Nice, hein, voilà, je tiens à ma vie, mais Et ben, tu sais quoi? Pancho, tu sais quoi? Le jour où je suis plus interdit de stade, je t'emmène à la Méno. Parce qu'actuellement, j'entendais Romain notamment dire je veux plus aller voir l'OGC Nice pour l'instant à cause des compositions. Si vous pouvez aller à l'Alliance Riviera, s'il vous plaît, allez-y pour moi, parce que moi, pour l'instant, je suis interdit de Méno. Bon, c'est une autre histoire. Non, mis à part ça, Habib Diallo, oui, ben, 20e but, moi je suis hyper content. Je vais répondre également à une question du chat. Je crois que c'était, comment il s'appelle le monsieur qui m'a demandé? C'est Nissardeta qui m'a demandé si Diallo était prêté. Alors, fort heureusement, non, il n'est pas prêté. On l'a acheté il y a 3 ou 4 années au FC Metz, ennemi juré du club. On a obtenu Diallo pour 10 millions. Et c'est assez dingue de se dire que c'était le transfert le plus cher de l'histoire du club. on t'entend plus, Cyril, ça coupe. Ça va mieux là? Ouais, ouais, c'est ok.
Ok, super. Donc je disais, ouais, on a chopé Diallo 10 millions d'euros en le prenant au FC Metz. À l'époque, ça semblait, c'était le transfert le plus cher de l'histoire du club. Il n'était même pas un premier choix de tous les coachs qui sont passés, que ce soit Thierry Lauré, Julien Stéphan, Mathieu Lescornet, et puis Frédéric Antonetti est arrivé. Il l'a connu à Metz, il l'a remis titulaire, surtout aussi grâce au départ de Ludovic Ajorc en Allemagne du côté de Mayence. Et aujourd'hui, Diallo, il est à son 4e doublé depuis 2023. Il est à 20 buts. Il faut quand même se dire que si Habib Diallo avait été le premier choix depuis le mois de septembre ou depuis le mois d'août, je pense qu'il serait le Racing serait non seulement maintenu depuis longtemps, mais surtout Habib Diallo, il serait à la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 avec Lacazette et Kylian Mbappé. Alors effectivement, il n'est pas prêté et ça c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, Strasbourg va devoir probablement s'en séparer parce que malheureusement, Strasbourg n'a pas les moyens de garder un tel joueur. Et on ne sait pas encore à quel tarif il sera vendu. Il lui reste 2 ou 3 ans de contrat, si je ne dis pas de bêtises, mais il a 28 ans. Donc, on parle d'offres. Le Racing serait prêt à discuter autour de 18-20 millions d'euros. Moi, si je m'écoute, ce serait plutôt 30 millions parce qu'on est un attaquant et qu'il y a des clubs anglais sur le coup. Donc les pigeons anglais, on les connaît. En dessous de 30 millions, je pense que ce serait mal vendu, mais je pense qu'il faut commencer à se faire à l'idée que Habib Diallo ne sera plus strasbourgeois la saison prochaine. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit au sujet de l'OGC Nice. Moi, je trouve ça dommage puisque, comme je te le disais, Pancho, je suis allé voir l'OGC Nice à Bâle et je trouvais ça absolument génial pour la France et pour l'OGC Nice et pour le projet niçois que l'OGC Nice soit en mesure d'aller disputer une demi-finale de Coupe d'Europe. Malheureusement, ils se sont complètement liquéfiés contre le FC Bâle à l'Alliance Riviera et je ne comprends pas pourquoi parce que le public a été génial, le public niçois a été génial, les a soutenus jusqu'au bout. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et je ne comprends pas qu'avec le projet niçois, en fait, il y a tellement d'attentes autour de ça et je trouve ça hyper dommage qu'avec un tel projet, une telle envie de bien faire, l'OGC Nice aujourd'hui soit 8e de Ligue 1 et ne joue pas plus et n'ait pas plus d'ambition. J'ai l'impression des fois de voir l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas ces quelques années précédentes où vraiment il y a alors Nice c'est un petit peu des clubs de losers. Matt disait il faut que ça prend un peu de temps je pense pour se mettre en place contrairement à Lyon qui est sur le déclin, mais je pense que Nice a tout pour bien faire, un super stade et des investisseurs qui sont là pour ça. Mais il va falloir effectivement faire un projet concret et je ne pense pas que ce soit autour de joueurs comme Dante. Si vraiment le projet aux attaquants de Strasbourg, et je connais mon club et je trouve ça absolument indigne de prendre un bouillon d'attaquant de Strasbourg quand tu t'appelles Dante. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux pour que Nice puisse rivaliser avec les cadors européens, que ce soit en Europa League ou en Conference League, voire peut-être même si l'objectif est de tâter la Ligue des Champions, il va falloir vraiment faire beaucoup mieux. Alors, Coupe d'Europe, il n'y aura pas, mais ce que tu dis là est intéressant. Merci de remuer encore plus le couteau dans la plaie, hein, Cyril, en reparlant du FC Bâle. Hein, une larme coule sur ma joue actuellement. Écoutez, messieurs, Cyril nous a fait une passe décisive. Je pense le match, on l'a analysé, du moins, on a fait le maximum de ce qu'on a pu. Hein. Mais on peut effectivement parler du projet parce que autant sur le terrain en ce moment, c'est absolument pas rassurant, autant en coulisses, comme j'ai pu l'énoncer dans l'introduction tout à l'heure, c'est aussi compliqué. On parle cette semaine de divergence entre Ineos et Ghisolfi par rapport à un certain nombre de choix, hein, le choix de l'entraîneur, le choix du futur latéral gauche. Toutes les erreurs qui ont pu être commises en fait l'été dernier, ce qui s'apparentait à être, on va dire, la fin de la première version d'Ineos. Toutes ces erreurs-là, finalement, il y a eu des choix de fait dans l'organigramme, hein, Bocquet, Ghisolfi, Blanc pour le groupe Ineos. Là, la tendance, comme tu l'as dit Romain, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas exactement où on va. Et plus ça va, et là je vais parler de mon avis personnel,
parce que on vit et on respire et on mange au GC Nice, on est supporter et on a vécu beaucoup de choses en tant que supporter. Et plus je suis en train de me dire, finalement, Ineos, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont mis des sommes sur des joueurs que jamais Nice n'a été capable de mettre. Parce que jamais Nice, du moins dans son époque, dans son histoire contemporaine, a été des gros dépensiers. Hein. Euh, Avant Ineos, c'était quoi? C'était Loïc Rémy, 8 millions peut-être de mémoire. Euh, à quoi bon finalement? Aujourd'hui, le bilan au bout de 4 saisons, c'est quoi? Une cinquième place, une finale de Coupe de France, un quart de finale de Coupe d'Europe. Finalement, sur le papier, tu te dis que c'est pas trop mal, mais c'est avec combien d'entraîneurs différents? C'est avec quelle qualité de jeu sur la pelouse? C'est avec combien d'erreurs de casting au niveau des transferts? Ça patine, voilà, ça patine. Et surtout, ce qui pour moi est dramatique en ce moment, c'est que Ineos aurait dû comprendre, et j'espère que c'est pas trop tard, qu'ils doivent laisser les gens compétents gérer la partie sportive, gérer tout ce qui est en lien avec le club. Et ce que je souhaite aussi, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, on a vu le cas de Lausanne, hein, mais c'est que Ineos rachète Manchester United, littéralement. Qui rachète, ce que tu disais, Matin, tu as été visionnaire là-dessus, hein, qui rachète Manchester United, que, que toute la délégation d'Ineos se tire de Nice bien loin, voilà. Tu piloteras l'avion, Matt, il n'y a aucun problème avec ton casque, mais qui partent loin, très très loin, et qu'on ne les revoit plus. Voilà. Mais Pancho, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, même si demain ils rachètent United, t'as le président, il y a tout le monde qui va rester là-bas dedans. Donc déjà, Ineos, ouais, ils Hmm. vont être là pour le prestige, pour faire un kiff à Radcliffe, parce que c'est son club. Mais qu'est-ce qui va intervenir? Il va intervenir que dalle. La politique, elle va rester quasiment la même avec, euh, avec les propriétaires du moment qui seront toujours au club. Donc à Nice, il y aura toujours un bordel. Maintenant, moi, je te pose juste une question. Jean-Claude Blanc, il a quoi comme poste à Nice? Alors, de ce qu'on. Enfin, pardon, dans Ineos. Pardon, dans Ineos. Il est. L'intitulé, c'est quoi? C'est Une direct. sorte de, ouais, une sorte de Responsable coordinateur. coordinateur, ouais, je sais pas exactement. Mais de toute façon, Jean-Claude Blanc, alors je ne sais même pas pourquoi il est mêlé au sportif, parce qu'au Paris Saint-Germain, il mêlait pas du tout, il ne regardait pas du tout le sportif. C'était le gars qui Hmm. gérait tout ce qu'il y avait autour du club, la Mais, billetterie, etc., etc. C'est pour ça que je comprends même pas pourquoi on parle de ça. Et j'espère que c'est pas vrai, parce que je me dis, mais le gars, en fait, reste à ta place et laisse les gens qui sont compétents et réputés pour ça faire leur travail. ouais, mais ils l'ont pris pour, en gros, pour chapeauter un peu tous les sports, pour faire en sorte d'avoir un œil sur tous les sports, enfin, de ce que j'ai compris, hein. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des divergences entre Jean-Claude Blanc qui veut un certain entraîneur, Guy Solfi qui en veut un autre, euh, l'autre branquignol, là, Braceford, là, qui en veut encore un autre. Maintenant, j'ai même vu que Radcliffe, il se mettait dans le game et puis lui veut Solskjaer. Enfin bref, en fait, il y a tout le monde qui veut son propre entraîneur. Maintenant, moi, ce que je remarque aussi, c'est que si Jean-Claude Blanc doit avoir un œil sur le sportif, de l'OGC Nice en tout cas, je comprends pas pourquoi on a pris Bocquet et Ghisolfi avant Jean-Claude Blanc. Si c'est Jean-Claude Blanc qui doit décider certaines choses, au bout d'un moment, Jean-Claude Blanc, faut qu'il mette des hommes à lui. Enfin, je sais pas, moi perso, je le vois entre guillemets comme ça. C'est que si moi aussi, hein, j'étais comme toi, Pancho, pour moi, il allait faire la même chose qu'il avait fait à Paris, c'est-à-dire mettre la marque OGC Nice à l'international, la faire monter, etc. Mais là, apparemment, il interagit sur le sportif. Donc, s'il doit interagir sur le sportif, Bokeh Ghisolfi, c'est sûr que s'il n'est pas en accord avec eux, au bout d'un moment, ça va clasher. Mais c'est toujours pareil, on fait les choses à l'envers. C'est que si tu prends un mec comme Jean-Claude Blanc, au bout d'un moment, bah, tu lui dis à lui, bon, bah écoute, à toi maintenant de t'entourer. Enfin, tu prends le haut de la pyramide et après tu descends. Tu commences pas à faire vers le bas et puis après, c'est sûr que le décisionnaire, au bout d'un moment, s'il n'est pas d'accord avec ceux d'en dessous, bah, ça va bugger. Et là, il y a en train d'avoir
un gros bug à ce niveau-là. Et pour moi, j'arrive même pas à comprendre comment un mec comme ça, il s'est toujours pas présenté devant la presse pour parler du projet Ineos. Qu'est-ce qu'il allait faire avec l'OGC Nice, parce que nous, on est en rapport avec l'OGC Nice. Enfin, on l'attend depuis février, quoi, cette conférence de presse. Donc, pour moi, en fait, je pense que si River ne met pas son nez là-dedans, et moi j'y crois, parce que River, mine de rien, il s'était fait mettre un peu de côté par Fournier et par le frère Radcliffe. Il a réussi à les éjecter. Euh, Maintenant, si lui il commence pas à mettre son nez dedans et à dire à tout le monde, bon, voilà, aujourd'hui je suis le président de l'OGC Nice, j'ai mis des hommes, enfin, on a mis des hommes comme Bocquet, comme Guy Solfi en place à la tête de ce club. Maintenant, on va les laisser gérer. Et deuxième chose, après j'en termine avec ça, c'est sûr que si Guy Solfi, il arrive en sachant que Ineos veut quand même une pointure entre guillemets en tant que coach. C'est sûr que si lui il arrive et qu'il te sort à Ineos Régis Lebris ou Guy Stéphane, pardon, ou Julien Stéphan, bah, je comprends qu'en haut lieu, ça fasse un petit peu tâche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, Moi, je pense que Julien Stéphane, ça faut, peut faut être que le tout le coach monde se idéal mette au pour lui, ça. diapason. Ouais, mais ça fait pas rêver Ineos. Ouais, mais alors, c'est un sujet qu'on a eu. Ouais, ouais, je comprends. C'est un sujet qu'on a eu dans l'émission de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines par rapport à l'aspect marque, en fait. Euh, Oui, 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 bien Aujourd'hui, sûr. aujourd'hui, l'OGC Nice n'est pas capable d'attirer des joueurs de haut standing. Bon, il y a eu effectivement Schmeichel, il y a eu Barclay, d'accord, mais on a pris quand même des clims sur d'autres joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour l'entraîneur aussi, ça peut être pareil, quoi. Au bout d'un moment, euh, si le plus important pour moi, c'est la symbiose totale entre Bokeh, Ghisolfi et le coach. Ineos est blanc, parce que tu l'as dit, hein, je crois que c'est Nissar d'État qui a dit qu'il était DG d'Ineos Sport. DG d'Ineos Sport. Il n'est pas DG de l'OGC Nice. Donc Hmm. il va réfléchir, on va dire, au global avec le prisme Ineos, mais il faut laisser de l'autonomie aux gens qui sont sur place. Donc je suis d'accord avec toi Ah, moi, je suis par d'accord. rapport à River, mais j'ai l'impression que River, là, enfin, Ouais, non, j'y non, crois mais plus, j'y crois plus, hein. on est d'accord. Mais après, regarde, l'année dernière non plus, hein, il y a tout le monde qui disait River, on n'y croit pas et tout. Et dès qu'il est rentré dans le game, il a fait un strike. Donc, attention, je suis pas en train de dire que son strike, il a été bon, parce que, ouais, enfin, on verra, parce que Guy Solfi, le pauvre, il a eu juste un mercato hivernal à traiter, et qu'il a plutôt bien traité, je trouve, et en arrivant au mois de décembre, quoi, en gros. Donc, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir mettre une note à son bilan. Mais par contre, voilà, moi je pense que c'est sûr que aujourd'hui, en fait, Ineos, ils veulent certaines choses, mais ils mettent en place des gens qui ont une autre philosophie. Donc je dis pas que Ineos a la bonne philosophie, on l'a vu cette année, hein, et ceux qui ont un peu géré leur recrutement, ça fait un peu de la merde. Mais maintenant, c'est à trouver cette symbiose entre eux et nous, c'est ce qu'on aimerait aussi, entre des jeunes à fort potentiel du style bah, Buonanni, Ndiachimier, là, ça c'est dur à dire son nom, mais on a certains joueurs voilà, qui sortent entre guillemets de nulle part ou qui n'ont pas, enfin, quoique Ndiachimier, il avait quand même un petit peu d'expérience, mais en tout cas, nous, on le connaissait pas, mais, et des joueurs, on va dire, un peu plus réputés. Euh, maintenant, c'est à savoir si bah, les pistes de Guy Solfi vont être validées par Ineos. Ça, c'est une toute autre affaire. Parce qu'au final, c'est eux qui sortent le chèque. Et c'est sûr, quand on entend bah, voilà, qu'on veut un Lucas Digne, moi, j'aime pas forcément ça. Mais moi, c'est juste physique. C'est très méprisant ce que je suis en train de dire, mais physique, ouais. C'est Mais gratuit, c'est gratuit. ouais, voilà. Mais physiquement, j'ai beaucoup de mal avec lui. Mais après, c'est un bon latéral gauche. Mais quand j'entends, ouais, sa famille veut venir dans le sud de la France,
Au bout d'un moment, c'est pas sa famille hein, qu'on veut attirer, nous, c'est le joueur et savoir la volonté du joueur à s'inscrire dans un projet. Donc déjà, rien que de dire, ouais, nous, on a envie de s'installer dans le sud de la France, t'as compris, quoi. Enfin, je trouve que c'est une très mauvaise communication. Mais Ghisolfi, Mais, il est venu à Nice pourquoi, Romain? mais justement, et si à la base, tu laisses pas travailler Ghisolfi, mais parce que Ineos veut faire à sa manière, le recrutement à sa manière, avoir des têtes d'affiche comme le Paris Saint-Germain, mais en moins gros, bien évidemment. Mais s'ils veulent des noms qui ont été ronflants dans le passé à l'OGC Nice, juste pour que la marque Ineos elle soit mise sur les réseaux sociaux parce qu'un mec comme Ramsey, il a je sais pas combien d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc ça va de suite, ils vont avoir de suite une visibilité, attirer des joueurs anglais pour avoir une visibilité en Angleterre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, Ghisolfi, il n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Lui, il est plus dans ce qu'il a fait à Lens, faire des très bons coups sur de bons joueurs qui peuvent devenir des très bons joueurs. Mais aujourd'hui, je pense que Ineos n'est pas du tout dans cette optique. Mais et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on a installé un mec comme Guy Solfi qui est venu pour faire un peu ce qu'il a fait certainement à Lens, avec un peu plus de moyens, normalement. Donc pourquoi on a validé son poste si au final on va pas l'écouter à la fin? C'est un remake de la saison passée. Oui. Voilà, c'est les mecs qui bossent toute l'année pour au final arriver en plein mercato estival et balancer tout à la poubelle. Donc Romain, moi, c'est- j'aurais Romain, moi j'ai deux questions, enfin deux retours à faire sur ce que tu viens de dire. Si Ineos récupère Manchester United, tous les noms, tous les joueurs clinquants, tous les followers Instagram, je sais pas quoi, machin, ils les auront, tu vois, ça c'est une visibilité qu'ils auront, et Hmm, du coup, Nice sera entre guillemets épargné de ça, déjà d'une hmm, part. Et deuxièmement, quelle visibilité ils veulent, parce qu'aujourd'hui, la visibilité qu'ils ont, c'est de passer pour des tocards dans le monde du football. Ils sont arrivés chez Mercedes, ça a gagné 2 ans, ça s'est pété la gueule. Dans la voile, je sais pas comment ça se passe et je m'en fous. Le Tour de je crois que c'est France, le là, seul sport où ça va. ça va, ouais. Hmm, Même le ouais, je crois. cyclisme, Hmm, la Sky était impériale. Bah, au final, hmm, ils ont gagné un seul Tour de France, je crois, depuis, et ils galèrent un peu quand même à ce niveau-là. Et à Nice, ils passent pour des tocards. En Suisse, ils passent pour des tocards. Il faut aussi que eux se remettent en question, tu vois, sur quelle visibilité ils veulent donner. Parce que j'ai pas de doute sur le fait que Ghisolfi et Bocquet aient leur feuille de route en tête. Mais je pense que si le but c'est de faire un mercato à la Braceford avec que des hmm. trucs made in Premier League, à la limite, ils auront le temps d'essayer et ils verront bien ce que ça donnera. Mais on va passer pour des cons. Et ça me ferait Ouais, je suis penser d'accord. aux, tu sais, les grosses équipes de Monaco qui les mecs avaient un effectif pour jouer top 3 top 5 et ils finissaient relégables, tu sais. Hmm. Voilà, Non, mais non, mais après, je suis d'accord hein, dans tout ce que tu dis, hein. Mais et moi, j'aimerais que voilà, Guy Solfi fasse son truc. Après, voilà, il peut mettre n'importe quel entraîneur. Moi, je sais que voilà, un mec comme Le Brice ou Stéphane, même si apparemment beaucoup de monde en disent du bien d'ailleurs de cet entraîneur. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à un truc un peu mieux. Mais après, voilà, je serais capable, moi, de dire au bout d'un moment, bah, je fais confiance parce que c'est des mecs qui sont compétents, qui ont déjà prouvé leur valeur. Un Bokeh a prouvé sa valeur, un Guy Solfi a prouvé sa valeur. Donc moi, je leur fais confiance. On a une cellule de recrutement, apparemment. C'est le truc, on n'arriverait même pas à tous les mettre au centre tellement il y a de monde. Mais au bout d'un moment, ouais, moi, ce qui me dérange, c'est surtout le fait que j'ai l'impression que dans ce club, il y a tout le monde qui est dépassé et qu'on est en train de voir beaucoup de divergences. Et ça fait flipper parce que à ce niveau-là, quand tu as des divergences, c'est jamais bon signe et on va encore faire un mercato à la va-vite avec des deux trois joueurs sans contrat mais qui ont fait des belles années il y a 10 ans. Donc non, ouais, moi ça me fait un peu flipper. Non, de toute manière, j'attends tellement plus rien que voilà quoi. Pour l'instant, je suis tellement blasé
voilà, ça m'a fait même réfléchir à reprendre l'abonnement l'année prochaine. Ouais, Mais, je pense que beaucoup de supporters sont aussi mais bien sûr. dans ce cas-là où tu te dis, au-delà même du mercato, au-delà même des décisions prises par Ineos, qui sera le coach l'année prochaine de l'OGC Nice? Tout simplement. Parce que c'est bien beau, mais normalement, un coach a, on va dire, des idées de jeu, un dispositif ou plusieurs en tête, des joueurs, compatibles ou pas. C'est-à-dire que là, en fait, Mais bien sûr. on met la charrue avant les bœufs, c'est hyper instable, mais on sait même pas qui c'est qui sera coach. C'est-à-dire que Mais c'est ça le c'est le pire, monde à Pancho. l'envers, quoi. C'est Vous fou. pensez que Mais vas-y. vous, vous pensez que Didier Digard ne sera pas maintenu en poste, que c'était juste vraiment pour finir la saison, malgré ses bons résultats du début, et puis même si maintenant il marque un petit peu le pas, vous pensez que Didier Digard ne continuera pas pardon, à la tête de l'OGC Nice en début de saison prochaine? Je pense, pour répondre, que les joueurs l'ont déjà exprimé, ils souhaiteraient continuer avec Digard. Maintenant, quel est le poids de la parole de joueurs alors que tu as des chantiers dantesques à mener dans ton équipe et que malgré tout, tu es sur une saison ratée, hein, on va pas se le cacher. T'es pas européen via le championnat. Tu te fais sortir par le FC Bâle en quart de finale de Coupe d'Europe dans une rencontre retour absolument catastrophique. Je pense que voilà, et même Ghisolfi, je pense qu'il souhaiterait continuer parce que malgré tout, l'élément sur lequel on peut leur donner raison, c'est la stabilité. C'est-à-dire que Nice, depuis, on va dire Vieira, qui a été entraîneur de l'OGC Nice pendant 2 ans et demi, il y a eu une série d'entraîneurs qui se sont succédés, hein, Vieira, Urcea, Galtier, Favre, Digard, c'est énorme. Alors que depuis que Nice est remonté en Ligue 1, il y a eu des entraîneurs qui sont restés un certain nombre d'années. Il y a eu, on va dire, la période Éric Roy, René Marsiglia, mais ensuite il y a eu plusieurs années de Puel, il y a eu 2 ans de Favre malgré tout, il y a eu 2 ans et demi. Même Antonetti, hein. Même Même Antonetti, hein. Antonetti était resté. Antonetti qui a fait 4 ou 5 ans. Avant, il y avait Gernot Rohr, qui avait fait aussi quelques saisons. Donc, on est en train sur tous les éléments, en fait, enfin, pour finir sur la question d'Igard, je pense que Ghisolfi voilà, rechercherait la stabilité. Maintenant, comme on le dit depuis quelques minutes, là, Ineos intervient trop dans les décisions, comme ça a été le cas l'été dernier. Et eux, ils sont je pense, dans une recherche de clinquants, tu vois, de non clinquants, autant sur les joueurs que sur les entraîneurs. Et quand on voit un Jim Ratcliffe qui voulait mettre Solskjaer à la place, à la tête de l'OGC Nice, et c'est pas du tout étonnant en fait. C'est pas du tout étonnant. Jean-Claude Ban veut ça, Bocquet veut ça, Ghisolfi veut ça. J'ai tendance à penser quand même que Bocquet et Ghisolfi travaillent ensemble et travaillent bien parce qu'ils se connaissent et ont déjà pu, on va dire, travailler tout simplement et avoir des automatismes. Maintenant, le problème, c'est que ça va dans tous les sens, il n'y a pas de ligne directrice et même dans l'autre sens, les joueurs potentiellement qui signeraient à l'OGC Nice, qui est le boss? Qui est le boss? Voilà. Vers qui tu te tournes pour avoir, je sais pas, des éléments, etc. Qui est le boss aujourd'hui? Moi, j'aurais envie de te dire en théorie le DS, mais bon, le DS, il est court-circuité par Ineos, donc Braceford. Sauf que Braceford, on a vu que c'était une burne, donc Blanc, seulement Blanc, il n'a pas fait de recrutement, donc c'est pas trop sa came. Qui alors? Enfin, c'est un délire. Mais C'est un délire. Pancho, et un gros délire aussi, c'est que à Moi, ce jour, vas-y, dis-nous. Après, j'interviendrai. j'ai,
J'ai une autre question, c'est tout à l'heure, Pancho, tu parlais d'un éventuel rachat de Manchester United par le groupe Ineos. On sait aussi que les Qataris parisiens sont intéressés par le rachat de United. Si Ineos rachète United, est-ce qu'ils quitteraient l'OGC Nice ou est-ce que vous n'avez pas peur que Ineos rachète United mais garde l'OGC Nice et que du coup l'OGC Nice devienne un club, comme on peut l'entendre parfois en France, et c'est le cas avec Strasbourg qui est potentiellement puisque Marc Keller cherche aussi un repreneur du côté de Strasbourg et Todd Bully de Chelsea serait intéressé par le rachat du Racing Club de Strasbourg. On entend souvent parler de clubs satellites. Est-ce que vous n'auriez pas peur que l'OGC Nice devienne un club satellite de Manchester United, comme beaucoup de supporters strasbourgeois ont peur, à plus juste raison du coup, que Strasbourg devienne un club satellite de Chelsea, comme 3, l'Estac, qui va descendre en Ligue 2, est un club satellite de Manchester City avec City Group. Matt, tu veux y aller ou pas? Ouais, je vais soutenir mon pamphlet de la dernière fois. Je crois que le projet d'Ineos, il l'avait présenté comme ça, c'était de faire un peu de se baser sur le modèle Red Bull. Eux, c'est ça qu'ils avaient en tête, donc c'est-à-dire de faire une galaxie d'équipes, version City Group de Wish. Donc ouais, clairement, l'objectif d'Ineos, pour répondre à ta question, je pense, c'est de conserver l'OGC Nice s'ils reprennent Manchester United. Ils nous ont même vendu du rêve en disant qu'ils allaient mettre le centre de performance d'Innosport sur Nice, etc. Donc, en tout cas, ils ont pour l'instant la vision long terme. Après, au niveau des craintes, il y a deux courants qui s'affrontent. Celui de se dire tu es un club satellite, tu vas récupérer les miettes. Et si jamais tu arrives à te qualifier en Ligue des Champions, peut-être que tu ne pourras pas parce qu'on a vu que ça posait problème là maintenant au niveau des multi-partenariats. Soit, ce qui est plutôt ma vision, c'est de se dire tu finis club filial. Peut-être que du coup, là, tous les emmerdeurs d'Ineos, ils vont se concentrer sur le club mancunien. Et on va peut-être avoir plutôt le noyau francophone français, Ghisolfi, Bocquet, River, qui du coup seront seuls maîtres à bord, qui auront des comptes à rendre, mais qui seront seuls maîtres à bord et qui peut-être auront les mains un peu plus libres, tu vois, pour se démerder. Donc aujourd'hui, on a un peu le cul entre deux chaises. Clairement, il n'y a pas une bonne, il y a pas une bonne et une mauvaise issue. Ceci dit, Ok. si Ineos rachète Manchester United, c'est pas du tout le même cas de figure que si le Qatar rachète Manchester United. C'est-à-dire Ouais, c'est pas que la même chose, hein. c'est Ineos rachèterait qu'une partie du capital mancunien. La famille en place, la famille Glazer, resterait aux manettes. Et au vu de l'opinion que peut avoir, on va dire, les supporters de Manchester United, ils souhaiteraient que la famille se barre. Et donc, de ce fait, que le Qatar, sans doute, hein, prennent 100% du capital afin qu'ils mettent leurs hommes comme ils ont pu le faire au Paris Saint-Germain. Juste pour compléter sur ce que disait Matt, Mais c'est une euh, méconnaissance du football absolument incroyable, hein. bah, c'est surtout qu'il y a Quand on l'exemple. voit ce que le Qatar a fait avec le PSG, c'est pas... Hmm. Oui, après, bon, ce qu'a fait le Qatar au Paris Saint-Germain, c'est quand même mieux que ce qu'a fait Ineos avec l'OGC Nice, hein, pour l'instant. Parce que malgré tout, il y a des titres. Alors oui, ils n'ont pas gagné la LDC, mais sur les premières années, honnêtement, l'époque, on va dire Zlatan, etc., l'époque Ancelotti, Laurent Blanc, enfin, bon, après, là, c'est avis perso, hein, mais ce qui est actuellement le projet du Paris Saint-Germain, ça n'a pas toujours été ça. Mais il y a eu ce virage, on va dire, 2017-2018 avec Neymar et Mbappé, qui a fait que ça a changé radicalement. Mais juste pour terminer, hein, il y a un exemple là, chez Ineos, et on en parle régulièrement dans la communauté de l'OGC Nice, c'est le Lausanne Sport. Et le Lausanne Sport, en fait, lorsqu'ils sont rachetés, Fournier a placé ses gars au club et ça a été un désastre absolu. Les supporters n'en voulaient plus. Ils sont tombés en deuxième division suisse. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, Lausanne est remonté là cette saison. Donc, à voir. Mais bon, il y a beaucoup de craintes. Et bon. Mais Ouais, ce Romain. que, ce que je voulais dire tout à l'heure, moi, ma plus grosse crainte dans tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle,
t'es toujours pas d'entraîneur. C'est que à chaque fois qu'on a quand même plutôt bien fonctionné à l'OGC Nice, c'est quand Puel est parti, mais que Favre était dans les tuyaux depuis février-mars. L'anticipation finalement. Euh, hum, L'anticipation. exactement. Favre est parti, on savait déjà, enfin, on savait, déjà eux à l'intérieur, ils travaillaient avec Vieira. Ils essayaient de mettre Vieira à Nice. Et à chaque fois, c'était comme ça. Quand Vieira est parti, ils ne se sont pas jetés tambour battant sur un coach, ils ont mis Urcea. Et ensuite, ils savaient dès le mois de février-mars que ça allait être Galtier. Et aujourd'hui, je pense qu'on va vivre la même chose qu'on a vécu l'année dernière, c'est-à-dire que le coach, on va l'avoir euh, ouais, quasi au dernier moment, et qu'aujourd'hui, un mercato, ça s'anticipe, et tu peux rien anticiper du tout, parce que aux joueurs, tu n'es même pas capable de leur dire qui sera ton coach l'année prochaine. Et ça, moi, je trouve ça très grave, parce que aujourd'hui, si on n'a pas envie de prendre de retard et qu'on a envie d'être performant dès le départ, il faut, et comme tu disais, il faut que tu donnes un nom de coach au futur joueur qui va venir, et aussi savoir bah voilà, qui est le patron, quoi. Au bout d'un moment, c'est, c'est obligatoire pour faire venir un joueur. Et aujourd'hui, tu n'as rien. T'as rien qui est dans ce système-là, pardon. Et moi, ça me fait flipper. Voilà, ça me fait flipper parce que le recrutement, tu sais qu'il est à zéro parce que t'as pas de coach. Et voilà, ça me fait flipper. Et ce qui est flippant surtout, c'est qu'on a l'impression ils se sont jamais tous mis autour d'une table, là. Jean-Claude Blanc, Braceford, Ghisolfi, Bocquet, même River. On a l'impression que ça s'est jamais mis autour d'une table pour tracer le plan de la saison prochaine. Tu sais, ça fait un moment qu'on sait à quoi s'attendre. Je veux dire, ça fait un moment qu'on sait que la saison elle est flinguée, qu'il n'y aura rien. Je pense qu'au lendemain de la défaite contre Bâle, hop, tu fais une réunion de crise, tu mets tout le monde dans un bureau et tu es censé construire ce que tu vas faire l'année prochaine. Ça fait qu'est-ce qu'ils foutent depuis ce match-là en fait. Mais depuis la défaite en Coupe de France, tu aurais dû avoir cette réunion. Voilà, depuis la défaite de la Coupe de France, tu dois te dire, bon, écoute, voilà, on vire Favre, on met Digard, mais c'est quoi la suite? Voilà. Et dire, voilà, avoir un objectif d'entraîneur. Euh, Si tu veux du ronflant, bah, tu dis direct, je veux du ronflant. Voilà, comme ça, les mecs en charge de recruter un staff, etc., bah, ils sauront vers quoi se diriger. Mais ouais, on dirait que tout le monde navigue à vue. Et j'en veux pas à Guy Solfi encore une fois, parce que lui, on lui vend un projet, on lui dit voilà, faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Il essaye de faire ça, ça, ça et ça, mais après, ça suit pas en haut lieu. Donc, ouais, ça fait flipper. Moi, franchement, quand tout le monde, enfin, quand j'entends beaucoup de monde dire ouais, vivement la fin de l'année, putain, je suis pas sûr que le début de l'année prochaine il soit meilleur. La saison prochaine, il soit meilleur, quoi. Donc, maintenant, j'espère me tromper. J'espère que ils savent ce qu'ils font, que ce qui sort dans la presse, c'est un peu de, on va dire, ça s'alarme un peu pour rien. Maintenant, on verra, hein. On verra. Mais en tout cas, bon, j'ai pas d'écho, hein, mais enfin, le minimum que j'entends, c'est que nous, ce qu'on ressent à l'intérieur du club, ils ressentent un peu la même chose. Hmm. Après, Donc la ça saison fait. n'est pas terminée si on Il y a un peut. point positif, c'est. Vas-y, Cyril. Vas-y, Pancho, vas-y. Non, Oh, bah, je disais, il y a un point positif, c'est que la saison prochaine, vous aurez que le championnat à jouer, donc vous pouvez que faire mieux finalement. ouais. Ouais. La coupe Intertoto, elle existe encore ou pas? Non? Ouais. Non, ok. Ah non, malheureusement. Non, On a même bah. créé une troisième Coupe d'Europe pour vous et voilà. Ouais, bah Mm. écoute. Non, mais c'est vrai que pour le coup, pour clôturer un peu ce sujet-là et garder malgré tout une note de positivisme, parce que effectivement, bon, on peut se dire aussi que la saison n'est pas terminée, qu'il reste 3 matchs, qu'à l'heure actuelle, ça n'aurait aucun sens d'annoncer quoi que ce soit, que en sous-marin, ça fonctionne et que ça bosse, que dans une entreprise, peu importe le domaine, si tu recrutes un mec en novembre et que tu le brides d'office alors que c'est son premier réel challenge,
que de monter une équipe forte et un entraîneur compétent, bah moi je suis Ghisolfi, je plie bagage et je me tire en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Il part de Lens, il monte en collaboration avec son équipe une équipe qui te permet aujourd'hui d'aller en Ligue des Champions. Ah, mais ils sont morts de rire à Lens. À Lens, ils doivent être morts Ah de ben rire. ils l'ont eu mauvaise à son départ. Là, ils doivent se dire, non mais voilà, il est dans une sacrée situation. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il reste 3 matchs. On va prendre notre mal en patience. Il va pas y avoir un coach qui va être annoncé là la semaine prochaine. On espère tout simplement que ben, dès lors que la saison sera terminée, on va avoir des informations. Et s'il vous plaît, Ineos, si vous passez par là, je ne vais pas vous la faire en anglais pour vous épargner mon accent, mais stop les annonces qui nous enfument. Stop, n'annoncez rien. Stop les discours, les communiqués, des trucs, des écrans de fumée. Stop, 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 stop. Au bout d'un moment, ça fait 4 ans que vous êtes là. En 4 ans, il s'est passé pas mal de choses, mais surtout, vous avez montré qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez encore bosser et savoir vous entourer. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à savoir bien s'entourer, hein. Et pour moi, le meilleur modèle, il n'est pas loin, hein. Tu fais 250 km à l'ouest, tu vas à Marseille, tu as un propriétaire milliardaire qui est là-haut, tu as un mec et toute son équipe autour. Et regardez comment ça se passe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marseille. Regardez comment ça se passe avec Longoria. Voilà, on a donné la confiance à quelqu'un, on lui a laissé les mains libres. Il a fait des erreurs de casting à des recrutements, mais la majorité de ces recrutements sont des joueurs bien sentis. Voilà. Donc, bien. Messieurs, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Racing? Eh bien, un maintien en Ligue 1 avec Fred Antonetti à sa tête. Ouais, ça a l'air bien parti, hein. Oui. On vous le souhaite. De toute façon, nous, on est le FC Procuration, hein. Là, on sera là, et puis si Bien vous sûr. avez besoin Cette d'un année, ouais. Strasbourg. Putain. Ah ouais, mais ça, vous savez, à Strasbourg, on connaît un petit peu le FC Relance, le FC Procuration. Habituellement, c'est nous. Là, pour une fois, bah, c'était vous. Bah, je suis désolé, mais nous, ça nous arrange bien. Et j'aurai plaisir de retrouver l'OGC Nice l'année prochaine en match aller-retour en Ligue 1. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je vous aime beaucoup, les Niçois. Vous êtes cool. Je remplace au pied levé Guillaume Vague qui aurait dû être là en avant-match. J'étais là en après-match. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être parmi vous. Et c'était une discussion très intéressante autour de l'OGC Nice. Et je vous souhaite vraiment que Ah, on n'a pas eu. que Ouais. ça aille mieux parce que finalement, vous serez en Ligue 1 sans trop de soucis, pas de Coupe d'Europe, même si c'est l'objectif. Les objectifs sont différents, mais je comprends que le mal des supporters puisse être aussi différent. Du coup, nous, on souffre quand on a du mal à attraper le maintien. Merci. Vous souffrez quand vous avez du mal à attraper Franchement. Ouais. Non, mais en l'Europe, vrai, et je le comprends. en vrai, Ouais. moi je remercie. Ouais. Je remercie aussi quand même le RC Strasbourg de nous avoir cassé la gueule parce que ça nous a permis de passer une émission à parler autre chose que des affreux maillots du coq sportif, de Dante qui pète, qui pète le support à ballon ou de Digard qui se prend la tête avec des supporters Qui monte leur cul. C'est quand même ça l'actualité chaude de l'OGC Nice, hein, C'est faut ça. le rappeler. Ah ouais, Oh non, mais c'est un délire, ça. J'étais pas au stade, mais j'ai vu une histoire comme ça. Il s'est passé quoi? Alors, ça, c'est vraiment pour clôturer l'émission. Il s'est passé quoi exactement? Donc, Digard est allé voir le parquage parce que des supporters montraient leur cul. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre Il y a chose? une bonne ambiance, chez vous, hein. On n'a Moi, pas je sais plus pas. d'informations, mais On ce qui n'était est, pas sur place, hein, ce mais ce qui est sûr, c'est que sur tous les points, en fait, mon cher Cyril, on est passé pour des pitres, autant sur le terrain qu'en dehors. On est En passé tout cas, pour vous des êtes pitres. tous les bienvenus à Strasbourg pour boire une bière. Et vous êtes tous les bienvenus à Strasbourg pour boire une bière, manger une tarte flambée, une Flammenkuche et écouter le merci de Ah ouais, rien ça qui est c'est cher à Pancho. ça c'est plaisir. Bien, les gars, merci à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette émission. Il reste donc 3 émissions
autour de l'OGC Nice. On fera ensuite les émissions bilan, mercato, etc. Il y a tout un tas de choses à dire, une rétrospective pas forcément positive de cette saison, mais à titre personnel, c'est bien aussi d'extérioriser. Ça me permet d'enlever tout un tas de toxines dans mon esprit. Matt, Romain, merci à tous les deux. Et puis, De rien. Merci à toi. et puis, on vous souhaite une très bonne soirée et un très bon Boston Philadelphie Sixers parce que voilà, le FC Procuration est également présent au basket. Ciao, ciao et Issa Nissa. Issa, merci.